Bonjour, bienvenue sur Academ pour l'émission Cuisine et Confidence. Nous recevons aujourd'hui Agnès de Sarthe, qui est écrivain, traductrice, qui a écrit auteur de livres pour adultes et pour enfants, et qui va nous préparer aujourd'hui un poisson Jaimi. Donc je me tourne vers Agnès. Bienvenue Agnès, bonjour. Merci, bonjour. Et donc ce poisson Jaimi, mais dit aussi poisson malin en français. Ouais. Alors pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'il évoque ? Alors, il évoque... déjà, j'aime bien son nom. Oui. C'est quand même pas mal. C'est une recette qui m'a été transmise par mon père, qui est né à Benghazi. Laquelle recette lui avait été transmise par sa mère. Bon, ça c'est normal, c'est comme dans toutes les familles. Et moi, ce que j'adore dans cette recette, c'est que on peut en général la faire sans avoir prévu qu'on allait la faire. On n'a pas vraiment besoin d'aller au marché, on ne se casse pas la tête, etc. En général, tout ce dont on a besoin est déjà dans le placard. Quasiment. Voilà. Donc le concentré de tomate, la harissa, les épices, c'est des épices assez ordinaires. Traditionnelles. L'huile. On en a toujours. Bon. Voilà. Et puis alors le poisson, on va dire oui mais ça, il faut aller acheter le poisson, etc. Et ben on peut même prendre du poisson surgelé. Donc et s'il n'y a pas de poisson, on peut même remplacer le poisson par des œufs. Ah, très intéressant. Voilà. Et le choix du poisson aussi est complètement variable. Oui, c'est-à-dire que là, on a choisi du cabillaud, mais moi j'aime bien le faire avec du maquereau. D'accord, avec le maquereau. Le saumon, vous m'aviez dit. Alors le saumon... Peut-être que la sauce est un peu... ce qu'il y a, c'est que moi, je trouve que... Ça dénature un peu le poisson. Ouais, je trouve pas que c'est le mieux. D'accord, je suis d'accord. Moi, je trouve que le mieux, c'est soit un poisson blanc qui se tient un peu. Avec une bonne chair ferme. Avec une bonne chair ferme, ou le maquereau qui a l'avantage d'être pas cher du tout et d'être délicieux. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette recette, parce qu'elle est à la fois très simple, on peut la faire sans vraiment grande préparation, et elle est... délicieuse. Enfin, voilà. Et elle est totalement séfarade. En fait, on la trouve au Maroc, mais sous un autre nom et peut-être avec des variantes en Tunisie. Et donc votre père d'origine, on va dire, c'était plutôt de la cuisine tripolitaine, son influence. Lui, l'a réalisée donc comme sa maman. Donc ça veut dire comme on va la faire aujourd'hui. Ah oui, oui, exactement. Donc, et c'est lui qui vous a transmis on va dire, le goût de la cuisine? Alors, bizarrement, oui et non, parce que mon père ne cuisinait pas. Enfin, il faisait certains plats. D'accord, ses plats favoris. Voilà, mais c'était très rare de le voir en cuisine. Donc, c'était pour les fêtes, c'était lui qui cuisinait, ça arrivait qu'il cuisine, mais sinon, le reste du temps, c'est toujours ma mère qui cuisinait. Donc, qui, elle, pour le coup, cuisinait... Alors, elle cuisinait français, ashkénaze, séfarade. Ma mère, elle était d'origine russe. Donc, elle avait à la fois la cuisine de sa mère, qui était russe, enfin de Bessarabie, Moldavie, enfin voilà. Et donc elle avait cette cuisine-là, mais qu'elle pratiquait pas tant que ça. En fait, elle était aussi, comme elle avait grandi en France, il y avait toutes les influences françaises. Bien sûr. Voilà, c'était assez mélangé. Mais elle avait appris les recettes de mon père qu'elle faisait aussi assez volontiers. Avec votre belle-mère, enfin avec sa belle-mère ou non, avec son mari. Ou seule. Elles avaient intégré aux choses qu'elle faisait. Mais quand même, on savait que c'était les spécialités qui venaient du côté du côté paternel. Donc voilà, mais c'est pas mon père qui m'a appris à cuisiner. Moi, je l'ai jamais vraiment vu. Je sais qu'il le fait et il cuisine merveilleusement. Et ma mère ne m'a jamais appris à cuisiner non plus. Quand elle cuisinait, on n'avait pas le droit d'entrer, on n'aidait pas. On faisait rien à la maison. Oui, c'était la maîtresse de maison dans son antre qui est la cuisine. Et en fait, j'ai appris à cuisiner après parce que j'aimais tellement manger, parce qu'on mangeait tellement bien chez moi, que quand j'ai habité toute seule, j'étais désespérée. Je me disais, c'est ça qui se passe quand on habite seule. Et je mangeais des trucs dégueulasses, ça n'avait pas de goût et tout. Je me suis dit, il va falloir bosser. Donc, je travaillais, je m'entraînais pour que ça ait le goût de ce que j'avais mangé dans mon enfance. Et je continue de le faire d'ailleurs. Et je cuisine énormement. Bon, j'imagine après avec les enfants, c'est aussi une autre étape. Les enfants, les enfants souvent quand je leur fais des trucs très bons, ils trouvent ça très mauvais. D'accord. Comme souvent les enfants qui aiment les choses basiques, oui. Jusqu'au moment où ils deviennent des gourmets. En fait, moi, c'est ce qui s'est passé avec mes enfants, c'est qu'au départ, ils mangeaient rien, et puis un jour, ils se sont réveillés extrêmement exigeants, raffinés, aimant tout, etc. Et là aussi, vous leur transmettez votre... Voilà, donc là, pour le coup, oui, vos enfants ont envie de connaître et puis moi, comme je ne vis pas la cuisine, je pense que ma mère vivait un peu la cuisine comme une corvée, parce qu'elle cuisinait beaucoup trop peut-être, parce que c'était midi et soir. Bien sûr. Moi, c'est quotidien.
Et parfois midi et soir, je ne sais pas pourquoi. C'est pas une enfin, j'adore ça parce que je pense que je m'intéresse beaucoup à tout l'aspect créatif de la cuisine. Donc c'est pas répétitif, c'est trouver une idée, etc. Et donc moi, comme je le vis pas comme une corvée, j'ai à cœur de le transmettre à mes enfants. Alors justement, j'avais noté que vous aviez écrit un livre qui s'intitule Manger-moi. Et donc c'est l'histoire d'un restaurant, d'une femme qui ouvre un restaurant. Est-ce que l'idée d'être en cuisine complètement, totalement, ça vous a effleuré? C'est un fantasme dangereux pour moi, carrément. Parce que il y avait, en fait, le moment où j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit pour me sauver d'ouvrir un restaurant. C'était une entreprise de dernière limite, quoi. Parce que comment dire, il y a un parallèle très fort entre cuisine et écriture, sur l'invention, sur le côté artisanal. Et puis sur le côté pour les autres. Complètement, le partage. C'est un don, en fait. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous écrivez, vous maîtrisez beaucoup moins qu'avec la cuisine. Et puis aussi, à cette époque, je disais, mais moi, je ne vois jamais quelqu'un qui arrive et qui dit « Ah, j'ai faim d'une histoire, là, il me faut vite une histoire, là, etc. » Alors que je côtoie sans arrêt des gens qui disent « Ah, j'ai faim, là, il me faudrait quelque chose, même un bout de pain, même, etc. » Et là, vous leur donnez à manger, ils pleurent de joie, quoi. Et donc, je me disais « Oh, quand même, c'est pas juste. Moi, dans mon métier, il n'y a personne qui vient me voir en me disant « J'en veux. » Et puis Et donc, à cette période-là, je pense que j'ai tenté. Je cuisinais beaucoup plus que j'écrivais. Je me suis mise à... Donc finalement, c'est le livre qui a remplacé le restaurant? Oui, je l'ai écrit pour pas ouvrir un restaurant parce que je savais que c'était une mauvaise idée d'ouvrir un restaurant, que j'y survivrais pas, parce qu'il y a beaucoup trop de boulot. Donc je me suis dit, bon, écris un livre, ça va te calmer. Et ça a marché, ça m'a calmé. Ça a marché, c'est bien, super. Bon, alors nous allons vous proposer donc cette recette de poisson malin avec les différents ingrédients. Donc Agnès, on va présenter les ingrédients. Donc le poisson, aujourd'hui, on a choisi du cabillaud. Alors, 2 citrons pour cette quantité de cabillaud, il doit y en avoir à peu près 600-700 grammes, de l'harissa, du carvi moulu, du concentré de tomate, du cumin et du paprika, du sel, de l'huile. Donc, et effectivement, nos 2 oignons et une gousse d'ail pour cette quantité. Alors, l'oignon, vous le prenez... Non, c'est une technique qui m'a été apprise par une jeune fille de 12 ans en plus. Donc moi j'aime bien apprendre des jeunes. Et elle m'a dit, parce que je pleurais, moi je pleure beaucoup quand j'épluche les oignons, et elle m'a dit si on leur lèche leurs cheveux, d'accord, on ne pleure pas. D'accord. Bon, alors on laisse la partie, cette partie-là, là, il n'est pas très chevelu. Hein, non. Bon, on laisse cette partie-là jusqu'au dernier moment. Et normalement, on pleure moins. On ne pleure pas on ne pleure pas du tout. Oui, alors moi, on m'avait dit de couper les oignons près d'une fontaine d'eau et de laisser l'eau couler. Et a priori... Voilà, donc là, on coupe. On essaie de couper en petits. C'est difficile de travailler avec un couteau qui n'est pas à soi, mais bon. Ah oui. Là, ça y est, j'ai été obligée d'enlever le petit... ses cheveux. Donc on va se mettre à 2 pour aller plus vite, comme ça. C'est une recette très rapide, mais c'est bien de la faire encore plus vite. Et alors juste, une petite question, vous le consommez Shabbat, ce poisson malin? Alors l'avantage de ce poisson malin, c'est qu'il peut à la fois se consommer chaud et froid. Donc c'est très agréable parce que ça permet justement d'avoir aucun souci de plaques, de réchauffage, de tout ça. Et ça, c'est quand même assez avantageux. Donc, on a épluché nos oignons. J'imagine qu'on les passe à la friture, c'est ça? Oui. Alors, faut mettre de l'huile, toujours la question. En fait, on tapisse le fond du plat d'huile. Hein. Ouais. D'huile ordinaire, en fait. Ouais, de l'huile ordinaire. On en met pas mal. Voilà, encore un petit peu. Voilà. On va dire 5 secondes d'huile. Voilà. En fait, vous pouvez mettre les oignons parce tout de suite, ça va rien changer. De toute façon, on va les laisser jusqu'à ce qu'ils roussissent. Bien sûr. Voilà, et c'est pendant qu'ils vont roussir qu'on va faire la suite de la recette. Il faut faire sur donc feu assez vif, parce que l'idée c'est qu'il faut qu'il brûle un petit peu. D'accord. Parce que ça va donner un petit goût typique qui fait partie de la recette. Voilà, il ne faut pas brûler, mais il faut que ça roussisse. Très bien. Pendant que les oignons continuent à roussir tout doucement, on prépare la sauce. Voilà, qui, vous allez voir, est très simple. Parfait. Alors moi, je connais beaucoup de gens qui ont essayé de compliquer la recette du Haimi parce que justement, ils se disaient c'est pas possible. Que ce soit si simple. Du concentré de tomates, qu'est-ce que c'est que ça? On va mettre des vraies tomates, on va le faire noble, etc. C'est pas bon.
c'est pas bon. Enfin, moi, je trouve. Donc, deux bonnes cuillères de concentré de tomate. Vous pouvez presser les 2 citrons pendant ce temps-là. On va mettre les épices. Alors, paprika, ça va pas être évident avec. Je peux enlever le... Bien sûr. Ouais. Parce que on en met vraiment beaucoup. Hein. C'est une cuillère à soupe entière. Donc ça, on peut même le faire par un enfant, tellement c'est très agréable. Bien sûr. Et comme il n'y a pas de pesée, il n'y a pas de... tout est à froid, donc c'est pas dangereux. Ça, c'est assez rigolo aussi de pouvoir faire la cuisine avec les enfants. Voilà, alors une cuillère à soupe de paprika. La même chose en cumin? La même chose en cumin. Voilà. Et un petit peu moins de carvi. D'accord. Une cuillère à café de carvi. Merci. Voilà. Très bien. Ensuite, on mélange les 3 épices. Ouais. On peut mettre un peu de citron pour aider à... Donc, il y a le jus de 2 citrons. Ouais. On va peut-être pas mettre tout d'un coup. Allez-y, non, mettez la moitié. Voilà, pour bien délayer. Là, il y a vraiment les arômes du cumin et du paprika. Hein. Ouais. C'est typique de la cuisine quand même séfarade. Je vais mettre le sel histoire de ne pas l'oublier. Donc là, une petite... Oh, une bonne cuillère à café. D'accord. En fait, mon père, il met 2 cuillères à café. Je me demande si c'est pas un peu trop. On va mettre 1,5. Allez, pardon, très bien. On peut toujours saler après. Bon, absolument, on peut rajouter. Allez-y, le citron. Hop, donc on finit là. Hop, top. Ouais, en fait, c'est difficile à dire parce que les citrons, c'est très irrégulier, le jus d'un citron. Oui, il y a des citrons très, très juteux et d'autres qui ne donnent pas beaucoup. Mais en même temps, c'est tellement bon. Et on va mettre l'ail. Alors. Donc l'ail, l'épluché. Entier ou... Ah oui, presse-ail. Au presse-ail, oui, il faut vraiment qu'il soit complètement éclaté. Moi, je le coupe en 2 et j'enlève le germe. D'accord, tout à fait. Bah, c'est toujours mieux. Hein. Bah, parfois, il n'y en a pas, mais là, il y en a un petit peu. Oui, il y en a. Ouais. Il y en a pas mal. Hop. Un seul suffit donc. Hein. Alors, ça dépend des goûts. Ça, c'est vraiment laissé à l'appréciation du cuisinier ou de la cuisinière. On peut mettre 1 ou 2 gousses d'ail. D'accord. Mais cela dit, la harissa est déjà aillée aussi. Hein. Ah, j'allais l'oublier, on vous en parlait. Voilà. Une cuillère à... Là, une cuillère à café. D'accord. Alors moi, j'utilise de la harissa en tube. En tube. En fait, j'utilise les produits les plus bas de gamme et c'est toujours ça qui donne le meilleur goût. Je ne sais pas pourquoi, c'est une recette comme ça. C'est bizarre. C'est bien, c'est non, ça va être très bon avec... Ordinaire, mais chacham. Exactement. Alors, voilà. Et là, je crois qu'on a tout. On a tout. On va remélanger, voir la consistance. Pour voir si on rajoute ou pas du citron. Bon, c'est à l'odeur. En fait, c'est à l'odeur et à la fois la consistance, la texture, l'odeur. Donc quand je suis chez moi, je goûte. Hein. C'est comme oui, ça que c'est bien, il faut goûter. Mais parce que c'est tout. Vous décidez s'il y a assez de citron ou pas. Donc quand vous sentez l'équilibre, il ne faut pas que ce soit trop acide, il ne faut pas que le citron l'emporte sur la tomate. Bien sûr. Donc voilà, on va dire que là c'est bon. Donc pendant ce temps-là, l'oignon a roussi. Tout à fait. Et donc il suffit maintenant de mettre la sauce dans les oignons. Oui. D'accord. Donc là, les oignons sont bien roux. Voilà. Et alors, si le feu était fort, il faut le baisser un petit peu parce qu'au moment où on rajoute la sauce, le côté froid-chaud peut... D'accord. Donc là, ça peut poser un problème. Donc, on baisse un peu et on rajoute le mélange. Il faut mélanger au fur et à mesure. Pardon, allez-y. Hein. C'est bien d'être deux. Ah oui, en cuisine, la texture et la couleur est magnifique. Voilà, c'est juste pour que que ce soit homogène. Ça s'homogénéise. Et ensuite, on peut directement poser le poisson dessus. Très bien. Donc nos tranches. On va mettre cette grande ici. Alors moi, il m'est arrivé de le faire avec du poisson qui était même pas... Là, il s'est un petit peu reposé de son séjour au congélateur. Moi, il m'est arrivé de poser directement en sortant du congélo. Très bien. Et ça marche quand même. Bien sûr. Ça pose pas vraiment de problème. Là, il va peut-être cuire un peu plus longtemps parce qu'il va y avoir l'étape de
de décongélation. Mais normalement, avec du poisson frais, en un quart d'heure, à mi-cuisson, à 7 minutes, vous les retournez, vous retournez vos morceaux de poisson pour qu'ils soient bien cuits. Mais en un quart d'heure, c'est cuit. Et en surgelé, on compte quoi? 25 minutes? Oui, c'est ça. C'est ça à peu près. Là, on peut remonter un peu le feu. Très bien. On rajoute de l'eau ou pas? Non. D'accord. Parce qu'il y a l'eau du poisson. On couvre ou pas? Oui. D'accord. Allez, très bien. Super. Donc là, c'est parti pour... on va le surveiller. Voilà. 25 minutes et on les retournera dans à mi-parcours. D'accord, très bien. Là, on va retourner. Alors, il risque de se casser un peu. Hein. C'est pas très grave. De toute façon, c'est pas la présentation qui compte. Ma marmite personnelle est ovale. Alors, ça change beaucoup de choses, la marmite ovale. Mais ça va, ça se passe bien. C'est juste pour qu'il prenne bien la sauce de tous les côtés. Comme il va cuire un petit peu plus longtemps que d'habitude, c'est pas mal peut-être de le retourner 2 fois au lieu d'une pendant la cuisson pour qu'il soit bien imprégné de sauce. De toute façon, elle est tellement parfumée cette sauce que... Agnès, on peut y aller? On va essayer, on va voir, mais ça a l'air... Wow. Ouais, c'est pas mal. La couleur, ça sent super bon. Donc là, on peut éteindre. Oui. C'est parfait. Bon, eh bien, nous allons déguster cette petite... Alors, je vais essayer de faire le service. En plus, le poisson, il a bien tenu. Ouais, très bien. Ouais. Donc là, on y va généreusement sur la sauce. Hein. Et je rappelle que le jour où on n'avait pas de poisson, on avait oublié qu'on n'en avait plus dans le frigo, on peut même casser des œufs dedans et c'est très bon. Ah oui, ça doit être bon. Ouais, ça doit ressembler un peu à la chouchouka. Ouais, voilà. Eh bien, nous avons notre poisson Jaimi et on va goûter d'abord parce que c'est très très beau et la cuisson est parfaite. C'est pas mal. C'est excellent. Très très bon. Alors Jaimi, on a appris que ça venait du nom d'un poisson. Exactement. Du nom d'un poisson. Et aujourd'hui, c'est plutôt la sauce qui s'appelait comme ça. Exactement. Ouais, et Jaimi parce que c'est un poisson. Ce petit poisson était très malin. Donc Raham. Voilà, effectivement. Il se faufilait entre les rochers. Pour ne pas être attrapé, mais finalement, quand il est dans l'assiette, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal aussi. Bon appétit. On était plus malin que le poisson malin. Et donc, effectivement, pour Shabbat, on le mange comme ça. Seul, évidemment. Mais la semaine, on peut... avec du riz. Du riz, très bien. Un riz blanc en accompagnement. Ce qui est très agréable, c'est qu'il reste toujours, en fait, au fond du plat, la sauce. Et oui, on en fait ce qu'on veut, voilà. Exactement. Le riz dans la sauce. Chaud et froid. Oui, c'est très bon. Aussi froid, très bon. Eh bien, bravo Agnès, c'est bon, c'était pas grand-chose. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. À bientôt.